J'ai vu un patient il y a quelques mois qui avait un profil borderline et avec qui j'ai commencé à mettre en place une prise en charge de GPM et je lui ai demandé, lui il n'avait aucune envie de venir me voir et donc je lui ai dit écoute, moi je pense qu'il est nécessaire qu'on se voit parce que la situation est très difficile, mais je suis prêt à accepter le rythme que tu me proposes. Et il m'a dit d'accord, j'accepte de venir une fois tous les mois, 2 mois. Et j'ai dit d'accord. Et donc on a commencé à travailler comme ça. Là, ça fait 1 an que je le vois, et il y a quelques semaines, il m'a dit, est-ce qu'il serait possible que je vienne vous voir plus souvent? Et j'ai trouvé que c'était ça le modèle JPM, c'est il faut s'adapter tout en disant, mais on ne peut pas totalement donner la liberté, tu ne viens pas parce qu'il est nécessaire, mais trouver ce compromis qui permet quand même un engagement actif, et là on voit que quelque chose s'est passé entre-temps. Alors, on va faire une séquence plus interactive et donc on va présenter un cas clinique. Alors, ce qui est intéressant, alors il faut que je le mette. Donc, c'est un cas clinique de Lois, donc on va l'animer ensemble. Voilà. Ça fait partie du modèle pédagogique du GPM. On va présenter une situation clinique qu'on va dérouler et on va faire ce qu'on appelle des points de décision. On va se retrouver, comme dans la clinique quotidienne, face à une situation dans laquelle on doit décider quelque chose. Et donc, on va vous proposer différentes possibilités. Il n'y en a pas comme souvent, ce n'est pas des questions multiples, c'est la réponse B qui est bonne, la D n'est pas bonne. C'est plutôt chaque réponse va demander de votre part une réponse qui est plutôt si je fais cette proposition, ça va être utile pour la thérapie, pour la poursuite de la situation, de l'objectif qu'on se donne, d'augmenter l'engagement, de mettre en place la thérapie. Est-ce que, au contraire, elle peut être nuisible? Si on fait cette proposition, ça va compliquer, ça va rendre la situation plus complexe et plus problématique. Ou est-ce que, oui, je peux prendre cette option, mais j'ai quelques réserves, parce que il faut intégrer d'autres éléments, d'autres contextes, et la clinique est toujours contextualisée, ce n'est pas de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur qu'on peut essayer de fonctionner, sous la base des principes que le GPM essaie de proposer. Donc on va faire ça ensemble, et vu qu'on est moderne, on va utiliser WooClap. Est-ce que vous connaissez WooClap? Donc vous pouvez vous connecter sur votre téléphone, tout le monde, j'imagine, a un téléphone, et donc vous mettez soit le QR code, soit vous mettez sous WooClap et vous faites Noldi, c'est marqué. Et donc ça permettra en direct de voir comment les uns les autres répondent pour qu'on ait une idée si on est d'accord ou pas. Et si on n'est pas d'accord, c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut discuter sur pourquoi on n'est pas d'accord. Et ça permet de revenir au principe du modèle. Alors c'est très intéressant parce que ce n'est pas un modèle à nouveau qui du haut dit quoi faire, mais ça vous oblige à réfléchir quand vous faites quelque chose, pourquoi vous le faites. Alors dans le modèle à mentalisation, on nous dit, la mentalisation ne vous dit pas quoi faire, elle vous permet de comprendre ce qui s'est passé une fois que vous avez fait quelque chose, ce qui est déjà pas mal. Alors, donc la situation est la situation de Alexia. Donc vous êtes un clinicien vous êtes nouveau dans une unité de pédopsychiatrie. Alors au mois de mai, il y a le changement des internes à la région parisienne. Donc vous voyez, vous arrivez dans l'unité de pédopsychiatrie, on vous confie Alexia, une adolescente de 14 ans, qui est admise dans l'unité d'hospitalisation déjà depuis 4 mois pour une restriction alimentaire, des automutilations, des comportements suicidaires et de l'absentéisme scolaire. C'est la 3e hospitalisation au cours de l'année. Et durant son séjour à l'hôpital, Alexia a connu des périodes d'amélioration de son humeur, de diminution de ses envies d'automutilation. Elle participe un peu plus aux activités de l'unité. Mais à chaque fois que la sortie se rapproche, elle arrête de manger. La nuit, elle se frappe la tête, ce qui évidemment oblige l'équipe à intervenir et être à côté d'elle. Sinon, elle ne peut pas dormir. Donc dans la journée, Alexia, notamment pendant ces périodes qui rapprochent de la sortie, est repliée dans sa chambre, se cache sous ses couvertures. Parfois elle crie au personnel qui l'invite à s'habiller ou à participer au repas. Parfois il y a des altercations verbales.
À d'autres moments, le personnel la laisse toute seule parce qu'au moins il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de dispute. Au fil du temps, le personnel est devenu de plus en plus partagé sous quelle attitude adopter. Alors certains se rendent volontiers à ses côtés quand elle se frappe la tête. D'autres sont clairement frustrés et refusent de soutenir cette situation dans laquelle elle se tape la tête. Bon, globalement, Alexia n'arrive pas à dormir que les nuits où le personnel est disponible, à l'aise et présent à côté d'elle. Et donc récemment, elle a à nouveau cessé de manger. Donc vous voyez, lors de la première rencontre avec l'équipe de l'unité, vous sentez que les tensions sont très fortes. Le personnel exprime sa frustration quant à la difficulté à faire sortir Alexia. Ils se critiquent mutuellement pour avoir encouragé le comportement autodommageable d'Alexia. Vous posez la question, vous venez d'arriver, quel est le diagnostic qui a été posé? Et on vous répond qu'elle a un trouble réactionnel de l'attachement, un trouble dépressif majeur, un trouble d'anxiété sociale et un trouble alimentaire non spécifié. En raison de la difficulté à gérer les soins de l'unité, elle se donnait quand même des coûts importants. Elle a été momentanément déplacée dans une autre unité de troubles du neurodéveloppement avec autisme qui utilise l'analyse comportementale appliquée pour essayer de remettre un peu les choses en ordre, donc permettre qu'elle se lève, qu'elle aille prendre sa douche, faire une programmation pour qu'elle commence à manger. Donc on voit comment on a monté le niveau de sécurité, de sécurisation, d'intervention, comme une patiente qui aurait un autisme. Et là, vous êtes en situation d'intervenir dans l'affaire. Alors, cette situation, évidemment, ça ne nous arrive jamais. On s'entend très bien au niveau des équipes, il n'y a jamais de conflit. En tout cas, à Versailles, c'est comme ça. Tout se passe parfaitement. Mes amis pédiatres savent de quoi je parle. Alors, en réponse à cette introduction, au cas d'Alexia, et à l'état de conflit dans l'équipe, vous arrivez, vous dites à l'équipe qu'Alexia semble être un cas complexe pour être une patiente avec un risque de devenir une patiente chronique. Donc, vous rassurez l'équipe en indiquant que pour le moment, elle n'est plus dans l'unité, donc c'est bien. Et vous expliquez séparément au cadre du service que le clivage du personnel est nuisible et que l'accompagnement individualisé, par contre, il faudra vraiment qu'il soit arrêté et ne pourra être maintenu au retour d'Alexia. Alors, vous avez votre système et vous pouvez voter. Alors, est-ce que vous faites ça? Alors c'est oui, peut-être et non. C'est un peu petit là. Donc oui, vous avez cette attitude. Donc vous avez... Ah, pourquoi elle n'est pas lancée? Ah oui, effectivement. Là, je vais le faire. Entrer là où, excuse-moi? Non. J'ai voté déjà. Est-ce que ça fonctionne là? Ah oui, parce que j'ai voté peut-être moi. Ah. Ouais, je vais lancer de là. Et là, tout est... Non, redémarrer. Ah, peut-être. Voilà. Est-ce que vous pouvez voter? Ah. Bon, vous verrez sur la deuxième, si ça marche sur la deuxième. Peut-être qu'on avait déjà voté. Donc globalement, on n'a pas envie d'avoir cette posture de dire, en effet, tel que c'était montré dans la diapo, cette position que je vous rappelle, hein, c'était de dire que c'est un cas chronique, on n'en sait rien. Est-ce que c'est un cas chronique? Ça me semble très tôt pour le dire. Parler de la situation à la cadre plutôt qu'à l'équipe dans son ensemble est déjà une position qui risque d'augmenter le clivage. Et puis le fait qu'on parle à l'équipe plutôt qu'à la patiente ou la situation, là à nouveau, c'est mettre la patiente dans une position non d'acteur engagé, mais plutôt de passif et non autonome. Alors, deuxième possibilité, vous dites à l'équipe
qu'Alexia a un trouble de la personnalité borderline et qu'elle devrait commencer le plus rapidement possible un traitement TCD qui a été validé pour les adolescents et qui est efficace. Alors, est-ce que vous pouvez voter? Ah, c'est dommage. Toujours pas lancé. Bon, alors, je vais le relancer à nouveau. Excusez-moi, c'est dommage parce que c'est... Ah, parce qu'il n'y a pas de connexion Internet. Ça explique... Voilà. Donc, avec la connexion Internet, ça devrait aller mieux. Voilà. Vous pouvez voter? Très bien. Donc, peut-être. Alors, certains disent oui, ça commence à bouger, on voit. Alors, vous avez une position, peut-être, c'est toujours une position nini. Alors, donc le gros du groupe dit peut-être. Donc vous n'êtes pas assuré ni d'un côté ou de l'autre. Je prends quelqu'un qui a dit non. Est-ce que quelqu'un qui a dit non peut expliquer pourquoi non? Alors il y a des micros. Pour qui, ouais. Est-ce que quelqu'un peut nous dire pourquoi il a dit non? Il y a quand même 6 personnes qui ont dit non, hein, donc ne vous cachez pas. D'accord. Donc, c'est quand même un peu gonflé d'arriver dans une équipe et de dire, de poser un diagnostic comme ça et dire il faut tel traitement. Oui. Déjà. C'est pas très interactif, c'est pas très participatif. Voilà. C'est une information qui vient du haut. Vous n'avez pas encore exactement compris de quelle est la situation. Il n'y a pas eu de plan qui a été défini. Est-ce que la question de l'hypersensibilité interpersonnelle a été abordée? Est-ce qu'une évaluation du diagnostic a été posée? Tout le monde est passif. Vous arrivez avec un savoir que vous imposez du haut. Donc c'est vraiment pas très dans le modèle où on essaye au maximum d'impliquer l'ensemble des professionnels, même si la TCD en elle-même pourrait être une indication. Mais c'est le timing qui n'est absolument pas adapté. Alors, autre hypothèse, vous observez que les membres de l'équipe expriment des difficultés à atteindre les objectifs qui se sont posés. Ils ont des opinions divergentes sur la façon d'interagir avec Alexia. Donc vous validez le fait que la gestion des comportements autodommageables est un problème difficile dans l'unité. Vous leur dites que vous voulez en savoir davantage sur eux, sur la patiente, sur sa famille, pour évaluer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et vous leur dites que vous voulez mieux comprendre le diagnostic afin de développer un plan de traitement un peu ciblé. On y va? Alors, il n'y a pas une personne qui dit non, qui dit peut-être. Bon, on est tous d'accord, là, c'est formidable. C'est la posture de curiosité, de non-savoir, s'intéresser, observer, s'intéresser à ce qui se passe, essayer de questionner. Alors, il y a Patrick qui va dire quelque chose. Ouais. Voilà. Très bien. Parfait, en effet. Et ça, c'est très important. On dit faire beaucoup de choses qu'on ne fait pas dans la réalité. Donc c'est très, très important ce que Patrick souligne, qu'il y a souvent un gap entre ce qu'on pense faire et ce qu'on fait réellement. Et alors, par rapport, on a commencé avec tous les mythes sur le diagnostic, poser le diagnostic ou pas, c'est la même chose. On est de plus en plus convaincu que c'est utile, et puis dans la réalité, on ne le fait pas toujours, parce que on est en difficulté, on a peur de comment ça va se passer, la réaction, et puis on n'est pas toujours convaincu, et puis on a toujours des raisons qui font qu'on ne le fait pas concrètement. Donc là, c'est vraiment la posture de base, de mieux comprendre la situation, faire participer les uns les autres et avoir une vision plus globale de ce qui pourrait se passer.
Alors, une autre possibilité, c'est vous évaluer la prescription pharmacologique et vous commencez un traitement par alipiprazole pour les automutilations. Alors, je vous rappelle que la plupart des patients qui ont une personnalité borderline adolescent ont 2-3 traitements, entre 3 et 5 traitements chez les adultes, les adolescents c'est un peu moins. Donc là à nouveau, il y a quand même moitié qui disent non, moitié peut-être. On verra tout à l'heure cet après-midi. Les données qui nous donnent des indications sur la psychopharmacologie, des traitements pharmacologiques dans les troubles de la personnalité sont très très limitées. Ça ne veut pas dire qu'on ne les utilise pas, mais que globalement, partir sur un traitement pharmacologique dans une situation dans laquelle on n'a pas du tout analysé le contexte, non seulement n'est pas adapté pour la patiente, mais elle s'appuie peu sur les données de la littérature. Donc on aurait tendance plutôt à dire non, même si ça demande peut-être une exploration, parce que dans certains cas, on le fait. Et donc il va falloir pouvoir argumenter pourquoi on le fait et est-ce qu'on a pris en compte un certain nombre d'autres paramètres avant de le faire. Donc vous lisez le dossier, vous prenez le temps de lire le dossier avant de dire à tout le monde quoi faire, et vous apprenez qu'Alexia est une adolescente anxieuse, elle est douée scolairement, elle excelle à l'école, mais elle a des difficultés sociales. D'ailleurs, elle avait un diagnostic de trouble d'anxiété sociale. Elle est régulièrement de mauvaise humeur, se replie sur elle, réduit sa consommation de nourriture pendant une semaine, notamment, on l'a vu déjà avant l'hospitalisation, mais surtout quand on rapproche la sortie. Elle a commencé à se couper depuis l'âge de 12 ans, mais avant cette admission, elle avait cessé d'aller à l'école, elle ne s'alimentait plus et hurlait à ses parents à chaque fois qu'ils essayaient de changer les choses. Donc, après une altercation avec ses parents au sujet du retour à l'école, Alexia a pris 20 comprimés de paracétamol, s'est coupé les bras de deux côtés de manière superficielle, elle était amenée à l'hôpital, et donc elle a été gardée à l'hôpital. Alors, l'ingestion de médicaments et les coupures n'ont pas entraîné de problèmes médicaux sévères. Alors, elle a expliqué d'ailleurs qu'elle voulait disparaître, mais n'avait pas l'intention de mourir. Cette nuance est souvent évoquée chez les adolescents. Il n'y a pas d'autres tentatives de suicide dans l'histoire de cette jeune qui est quand même encore à 14 ans. Donc, vous la rencontrez dans l'unité où elle est hospitalisée, donc pas dans votre unité habituelle où c'est allé la voir. Donc, point de décision 2. Lors de votre première rencontre avec Alexia, vous devez d'abord évaluer le potentiel suicidaire et les automutilations afin de savoir si elle est à mesure de retourner dans l'autre unité dont vous êtes responsable. Ça devient un peu plus délicat. Alors, nous enseignons à la fac et dans plein de situations qu'il faut évaluer le potentiel suicidaire de façon systématique, même quand en médecine générale on vous demande un certificat pour le sport. Alors, rappelez-vous le principe de la JPM, être actif, non réactif. Et ça veut dire aussi doser votre intervention en fonction du contexte et en fonction de ce qui apparaît. Donc, oui, c'est une patiente qui est en hospitalisation dans une unité fermée parce qu'elle a été hospitalisée suite à une tentative de suicide et des automutilations. Mais est-ce que dans le cas là immédiat, c'est la priorité de faire une évaluation du potentiel suicidaire ou est-ce que c'est peut-être un peu excessif de faire une exploration complète, organisée, de ce potentiel suicidaire, quitte à d'autres priorités qui pourraient être mises en place. Donc là, vous êtes un peu partagé entre moitié et moitié, mais il y en a quand même 4 qui ont dit non. Alors à nouveau, on va titiller les non. Bon, je ne sais pas si j'ai très bien compris quelle était votre place auprès de l'équipe A, mais moi j'ai l'impression que ce n'était pas ça qu'on vous demandait, mais peut-être voilà. C'est-à-dire, au sens où, est-ce que l'objectif de votre rencontre, c'est de décider si elle peut retourner dans l'unité A? Moi, j'avais pas compris que c'était ça l'enjeu. C'est l'un des objectifs, sans doute. C'est ça qu'on vous a missionné, de décider oui, si elle retourne. Elle est dans une unité fermée, est-ce qu'elle peut diminuer le niveau d'encadrement fermé pour aller dans une unité un peu plus ouverte? C'est la question qu'on vous
pose à vous. Ben, c'est un parti, en tant que clinicien, vous êtes dans cette position de devoir discuter de cette hypothèse. Bah, si c'est effectivement l'objectif qu'on vous demande à vous, moi ça c'était pas clair, que c'était l'objectif qu'on vous demandait à vous, de savoir si elle retourne dans l'unité A ou vous ne travaillez pas au quotidien, de ce que je comprends. Donc là, Non, on va ça voir... veut dire que concrètement les enjeux de comment elle retourne dans l'équipe, etc. Enfin voilà, moi ça me paraissait un peu... Donc, mais je trouve que ça dépend effectivement du contexte et de la mission qui est demandée à l'intérieur. Bah, globalement, vous êtes le responsable de l'unité où elle était initialement, et vous allez la voir dans l'unité fermée pour décider si elle peut revenir dans l'unité ouverte. Je croyais ouverte. que vous étiez venu Non. en tant qu'expert, enfin je n'avais pas compris Non, que vous étiez c'est responsable de l'unité A. C'est un peu typiquement ce qui nous arrive régulièrement. On a des patients qui sont hospitalisés à l'unité fermée à l'unité 72 heures de psychiatrie adulte quand ils sont des comportements très sévères, et on doit décider s'ils peuvent revenir dans l'unité de pédiatrie adolescent. Et dans laquelle vous travaillez du coup. Oui. D'accord, mais c'est là où c'était pas clair pour moi. Donc il y a plus de 50% de personnes qui disent peut-être. Alors donc c'est pas forcément la priorité. Lars, you want to make a comment? Do you say something about do we have to explore the potential suicidal potential or not in that situation? It depends. I think what's difficult about this is that every situation has slightly different nuance, and I think it's a kind of issue of both following a protocol, but also following your gut. So for some of these patients, they're kind of chronically and recurrently suicidal because it's a sign of distress. And if you feel like this is something that's like a kind of way of expressing distress, you may just want to ask a few questions, but not a whole evaluation. But if this is the first time you're meeting a patient who has been suicidal, especially in adolescence because they don't have a psychiatric history with which you can estimate risk, I think it's more important to kind of evaluate it more carefully. But it really depends on how well you know the case and how much you know about the patient's potential for suicide. Donc ce que dit Loris, c'est en effet, ça dépend quelle est votre priorité, votre connaissance de la situation, et quels sont les engagements aussi que vous allez prendre avec la patiente elle-même pour décider si elle revient ou pas. Donc on voit comment il faut contextualiser, mais une investigation systématique n'est peut-être pas indispensable, d'autant plus que dans l'histoire c'était évoqué, c'est une patiente qui avait fait une seule tentative de suicide, qu'elle avait dit qu'elle ne voulait pas mourir, donc il y avait une intentionnalité qui était faible dans le récit que vous aviez de l'histoire. Donc il est possible que l'enjeu soit l'expression de la souffrance et puis du contexte dans lequel les choses sont en train de se organiser en hospitalisation, et donc peut-être il faut doser dans ce cas l'intervention. Alors, une autre possibilité, vous dites à Alexia que vous êtes nouveau dans l'équipe, que vous souhaitez mieux comprendre ce qui s'est passé pendant son séjour. Vous lui dites que vous souhaitez savoir ce qui, selon elle, s'est bien ou moins bien passé, qu'est-ce qu'elle attend du traitement, afin d'être le mieux préparé possible à être un allié dans le processus de traitement. Et là, c'est une question complètement différente. Vous êtes dans une position de demander au patient qu'est-ce qui est utile éventuellement, qu'est-ce qu'il peut voir comme probablement quelque chose qui pourrait l'aider, et essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a pu se jouer. Ce qui ne veut pas dire que la patiente va le savoir, elle va pouvoir vous le dire de façon claire, mais là on est dans un engagement, et donc on n'est pas centré seulement sur le risque, mais aussi sur la dimension active, de voir comment le patient va pouvoir s'engager dans une démarche plus active. Qu'est-ce qui pourra faire que les choses vont se passer mieux? Quels sont les moyens dont elle peut se donner et dont nous, on pouvait participer à lui donner pour que ça se passe mieux? Alors sinon, vous dites à Alexia qu'après ce que vous savez d'elle, vous pensez qu'elle a un trouble de la personnalité et que vous pouvez lui en parler, vous lui expliquez qu'est-ce que c'est. Alors, donc vous la voyez dans cette situation et vous lui dites oui,
tu as un trouble de la personnalité, moi je sais ce que c'est, je peux vous t'expliquer pourquoi et comment ça se passe. Alors il y a 6-7 personnes qui ont été convaincues par Marlène. Ça monte. Alors, ce qu'on a dit, c'est qu'il est important de poser un diagnostic. C'est important pour la cohérence des symptômes, pour la cohérence du fonctionnement du patient, de pouvoir lui apporter le modèle de l'hypersensibilité interpersonnelle qui va permettre à la patiente de s'approprier de certaines difficultés qui s'expriment à travers les symptômes. Donc le principe, il est là. Mais est-ce que c'est le moment de poser un diagnostic alors qu'elle est dans une unité fermée, dans laquelle vous n'avez pas assez d'informations, elle est passive dans cette situation dans laquelle vous avez un savoir que vous déposez, plutôt quelque chose qui serait une émergence partagée d'une connaissance dans laquelle elle pourrait se retrouver. Donc là, le problème, c'est pas est-ce qu'on le fait ou pas, c'est que le timing, la modalité risque d'être maladroite. Si on n'a pas abordé déjà un peu la question, effectivement, de ce qui parle à la patiente, de ce qui a pu se passer, par exemple, qui a été à l'origine, par exemple, de cette escalade qu'on peut décrire de la situation qui s'est produite. Voilà, donc c'est là plus une question de timing et d'ajustement par rapport à la situation, mais c'est quelque chose qu'on aura en tête pour essayer de voir comment pouvoir l'aborder, d'autant plus que il y a l'adolescente, mais il y a aussi les parents qui ne sont pas encore au courant ou en tout cas intégrés dans la situation. Alors, vous demandez à Alexia, sinon, si elle peut commencer à manger 2 repas par jour avant de retourner dans l'unité. Donc, vous mettez une condition comportementale assez stricte. Alors, ça c'est un peu plus complexe. Alors, personne propose quelque chose d'assez comportemental. Alors, ça vous a peut-être choqué cette position un peu extrême, comportementale, un peu trop directive, qui n'est pas partagée, n'est pas décidée ensemble. Il y a 2 personnes qui ont dit peut-être. Alors, qui a dit peut-être ? Assumer cette position de ne pas savoir forcément, pas contextualiser. Parfois, ça arrive qu'on ait besoin de poser un cadre un peu plus strict, un peu plus clair, pour permettre d'accéder à un autre niveau. Parfois, il y a des situations dans lesquelles une position un peu plus ferme peut aider à débloquer une situation. On aurait l'impression que c'est un peu violent, un peu décidé du haut, que ce n'est pas effectivement partagé. Mais pourquoi pas, dans certaines situations, on pourrait avoir utilisé une manière aussi de s'engager dans une situation complexe pour ouvrir à quelque chose de différent. Mais en effet, c'est une position qui risque d'être très peu engageante pour la patiente comme condition, et on met tout de suite un enjeu qui risque de la mettre en échec, donc on augmente le sentiment d'échec plutôt que d'engagement actif dans les soins. Alors donc, vous allez la voir, donc elle arrive enveloppée par une couverture, elle évite tout contact visuel. Lorsque vous lui demandez ce qui s'est passé à l'hôpital, elle vous regarde brièvement et vous dit qu'elle est certaine que tout le monde la déteste et que tout le monde veut la punir. Après avoir exprimé que ça doit être douloureux de sentir que les autres ne vous aiment pas, Alexia hoche la tête et dit que cela lui arrive tout le temps. Donc elle raconte qu'elle se rapproche de certains membres du personnel et qu'elles se sont comprises par eux lorsqu'ils la défendent et prennent le temps de s'assurer qu'elle va bien, alors qu'elle se plaint ensuite des autres personnes qui se concentrent uniquement sur les règles de l'unité, semblent froides et indifférentes, notamment lorsqu'elle est accablée par la détresse qu'elle vit. Donc elle vous explique que lorsqu'elle est stressée, surtout quand il y a un événement personnel qui arrive, elle arrête de manger, et ce qui l'aide à réduire l'intensité des émotions. Contrôler l'alimentation, ça l'aide à réguler un peu mieux les choses. Vous lui dites que vous appréciez qu'elle ait pris le temps de parler de ses problèmes et que vous comprenez un peu ce qu'elle vit. Avant de partir, à l'aide des critères du DSM, vous passez en revue les caractéristiques du trouble, avec ses craintes importantes, notamment de l'abandon, le vide, la colère, aussi que le haut et les bas des relations.
vous utilisez le script du diagnostic que Marlène a évoqué, et vous dites à Alexia qu'il y a d'autres personnes qui ont ce type de problème, et ça c'est cohérent avec un diagnostic qui peut expliquer cet éventail de problèmes. Vous lui expliquez qu'avec le temps, le trouble peut s'améliorer et qu'il peut être traité. Elle se montre soulagée, elle dit qu'elle a enfin trouvé un médecin qui la comprend, pas les autres qui n'étaient pas bons. Vous lui demandez si elle aimerait travailler sur la façon de gérer ses interactions avec le personnel, parce que ça semble être source de beaucoup de stress pour elle, et suite de découragement. Elle vous demande, elle vous regarde avec anxiété, et elle vous demande aussi si vous pouvez l'aider, et elle vous demande si vous seriez vraiment son médecin quand elle revient de l'unité. Alors, donc à sa demande de réintégrer l'unité qu'elle vous pose, vous répondez. Vous dites à Alexia que vous voulez travailler avec elle sur sa sensibilité aux relations, afin qu'elle puisse acquérir plus de compétences pour obtenir de manière prévisible par des autres les réponses qu'elle souhaite. Alors la question est, donc elle vous demande à réintégrer l'unité, et vous lui dites que vous êtes d'accord, et que vous voulez travailler avec elle sur la sensibilité qu'elle a vis-à-vis des relations dont elle vous a parlé, pour qu'elle puisse être plus compétente et essayer de demander aux autres et obtenir des autres une réponse qui soit un peu prévisible et qui colle avec ce qu'elle souhaite. Que les autres, par exemple, soient disponibles avec elle, qu'elle soit capable de répondre à ses besoins. Je ne sais pas si c'est un peu plus clair la question. Donc on voit que les oui commencent à monter. Donc là, on est dans une position, on a davantage évoqué, à partir de son expérience, de ce qu'elle nous a dit de la situation en hospitalisation, avec les différents profils de comportement des soignants, ce que ça lui fait. Et que c'est pour elle très difficile de vivre ça. Et que quand elle a sa détresse auquel elle a l'impression que les autres ne répondent pas, ça la met dans une situation de souffrance extrême. Et donc, évoquer cette fragilité spécifique fait immédiatement manifester un engagement dans la relation, avec tout de suite cette un peu idéalisation qu'elle commence à avoir. Donc vous avez tout compris, vous allez être mon médecin parfait, donc je veux vraiment que ce soit vous. On voit tout de suite cette demande très importante d'être dans une relation où enfin on a été compris, avec ce qui est important, mais avec le risque un peu que ce soit une relation tout de suite exclusive. Alors, il y en a qui ont dit non. Est-ce que ça aussi parce que c'était trop tôt, trop rapide? Alors, on voit que ça reste rapide. En même temps, il y a eu ce travail de partir de l'expérience de la patiente, essayer de travailler autour des critères, par exemple, parce qu'on fait, on donne la liste des critères, et on peut dire, mais est-ce qu'il y en a qui te parlent? Est-ce que par exemple, est-ce que ça t'arrive, ce que dit ce critère-là? Certains patients disent, ça c'est absolument moi, et d'autres disent, mais ça c'est absolument ça me dit rien du tout, ça c'est pas moi du tout. Donc on essaie de travailler autour de, est-ce que le patient se reconnaît dans quelque chose qu'on lui montre comme un peu des signes, des symptômes, des éléments qui sont proches de l'expérience que fait. Mais là je suis d'accord, le timing est aussi quelque chose sur lequel, notamment par rapport au diagnostic, où on peut décider d'avoir un timing beaucoup plus lent, notamment impliquer les parents, avoir des informations de l'environnement plus élargi. Donc c'est quelque chose qui commence à émerger comme un peu plus possible, mais restant toujours dans cette situation un peu de proximité. Alors on ne va pas... oui. Bien sûr. Là, il ne s'est pas engagé dans le... Ouais. Vous avez tout à fait raison, c'est le pragmatisme de la situation. Vous pouvez, comme disait John Gunson, est-ce que vous dites toujours la vérité? Vous essayez de dire la vérité. C'est moi qui suis le responsable de l'unité, donc je vais m'occuper, mais c'est possible que ce soit quelqu'un d'autre. Voilà. Donc la question là est plutôt, est-ce qu'elle va pouvoir remonter? Est-ce que c'est vous qui allez travailler avec elle, évoquer l'idée? Et donc d'ailleurs cette question qui suit, elle est un peu dans le sens de ce que vous évoquez.
vous l'informez qu'elle devra travailler avec le personnel qui respecte les règles, parce que vous croyez en sa capacité à s'habituer à des environnements différents avec différents types de soignants. Alors, est-ce que c'est un peu dans le lien de ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous allez dire, vous allez travailler... Alors, c'est un peu formulé d'une façon évidemment volontairement un peu complexe. Oui, on ne peut pas toujours dire que ben, c'est moi qui va vous occuper de la patiente, mais on ne va pas non plus mettre l'accent, comme dans la formulation et l'information un peu qu'il faut travailler et respecter les règles, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça, c'est demander trop, peut-être, à la patiente, d'assumer quelque chose qu'elle n'est pas à mesure de faire. Donc, c'est pas dire... c'est qu'on peut évoquer... effectivement que dans les unités, il y a des fonctionnements qui sont différents, c'est la nature humaine, et donc on pense qu'elle peut arriver à travailler dans des contextes différents, mais que sa sensibilité va lui rendre les choses difficiles. Donc on va travailler autour d'une perception un peu plus réaliste, et puis de ce qui est concrètement possible dans la situation donnée. Alors, vous répondez, ça c'est la dernière, on va un peu passer à la dernière question, même s'il y en a plusieurs par la suite. On peut pas... Donc, vous répondez que vous voulez travailler avec elle, et vous pensez que le traitement peut être amélioré grâce à des modifications qui dépendront de sa capacité aussi à apprendre de vous et de l'équipe de l'unité. Pour commencer, vous souhaitez qu'elle écrive des objectifs qui l'aideront à travailler de manière plus cohérente avec vous et avec votre équipe. Vous voyez, c'est un peu différent. Vous l'engagez. Quels sont les objectifs qu'on peut partager ensemble? Ce qui est important, ce n'est pas uniquement moi je vais essayer de faire au mieux, mais il y a plein de soignants et chacun va pouvoir apporter quelque chose. Le problème est comment faire en sorte de pouvoir utiliser chacun dans la mesure du possible selon ses compétences, même si ça va être parfois pas si simple que ça. Donc on est dans quelque chose du fait que on va travailler avec l'équipe, dans une équipe d'ensemble, donc on va essayer de réduire le clivage qui s'est un peu amplifié dans cette situation, donc que chacun a sa place dans l'unité, et que donc on peut améliorer les choses si on clarifie les objectifs, et si on partage ces objectifs, pour que chacun puisse aussi avoir des repères sur comment se comporter et comment être utile, et c'est la patiente qui va nous dire, ça c'est utile, ça est moins utile. Donc, je passe au dernier point, même s'il y en a plein d'autres qui sont intéressants, mais juste sur la famille. Donc, vous rencontrez les parents d'Alexia, et vous racontent qu'ils ont adopté Alexia quand elle avait 5 ans, dans un orphelinat, et il y a eu nombreuses années de chèques de traitement pour l'infertilité, c'est pour ça qu'ils ont adopté. Donc, ils ont fait de leur mieux pour lui offrir un foyer aimant, mais ces difficultés émotionnelles et comportementales ont complètement dépassé leurs capacités. Avec le temps, ils sont devenus de plus en plus en difficulté pour gérer la situation, et ont dû accepter tout ce qu'elle voulait, pour la calmer surtout, pour la motiver, et donc ils se sont retrouvés dans une situation compliquée. Donc lors de la mission, les parents étaient soulagés d'obtenir de l'aide et reconnaissants envers le personnel, mais au fur et à mesure, les choses sont un petit peu compliquées. Elle a été passée dans l'unité plus fermée, il y a eu quand même des difficultés, donc ils se sont sentis eux-mêmes de plus en plus en colère, ils sont devenus un peu critiques et exigeants vis-à-vis du personnel, et notamment quand ils voyaient que leur fille allait de plus en plus mal. Et donc ils sont très frustrés face à l'inefficacité du traitement, et ils ont l'impression que les choses s'aggravent plutôt que s'améliorer. Donc en réponse aux plaintes des parents, concernant le traitement, vous dites que vous êtes d'accord avec leurs plaintes, et vous les informez que vous prévoyez de réorganiser le fonctionnement de l'équipe afin qu'Alexia puisse recevoir les meilleurs soins possibles. Ça, c'est la position du chef de service qui va obliger tout le monde à faire au mieux. Alors, il y a une personne qui a dit oui. C'est un autre chef de service. Tu veux faire un commentaire ? Bien sûr. Mais est-ce qu'on va
dire qu'on va tout réorganiser du fonctionnement, et comme s'il peut dire que jusque-là, elle a eu des soins qui n'étaient pas du tout adaptés ou pas bons. C'est là qu'on est un peu dans quelque chose qui est un peu... il faut sans doute valider l'expérience que font les parents, que c'est de plus en plus difficile, ils ont l'impression que ça ne s'améliore pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut valider parce que c'est l'expérience que font le patient. Et rappelez-vous que quand quelqu'un fait une expérience émotionnelle, eh ben, il a le droit absolu d'exprimer ce qu'il ressent et qu'on doit valider cette expérience. Ce qui ne veut pas dire qu'on va s'auto-flageller par rapport à ce qui a été fait ou réorganiser, transformer tout. Donc c'est effectivement, il y a quelque chose qu'il faut repenser différemment parce que ça ne marche pas. Donc ça, c'est le pragmatisme du modèle. Si ça ne marche pas, il faut qu'on revoie pourquoi et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Essayons de les impliquer évidemment et aussi travailler avec l'équipe et la patiente sur comment reproposer des soins qui soient perçus comme adaptés et utiles pour tout le monde. Oui. C'est une bonne question. You understand? No. No, if everything was reorganized according to the needs or to what the parents ask or the patient ask. You can do this and it'll probably work in the short run, but it reinforces the idea that you have to change the environment to change the internal state of the patient, rather than that there has to be some sort of collaboration between the individual and the surroundings. So for adolescents in general, we like to keep this consistent terminology that probably applies to all patients with BPD, that you want to prepare them for stressful things rather than protect them from stressful things. So if you don't reorganize, you can reorganize the system and then eliminate all the problems and then the patient's okay. But a better thing to do would be to say, I wonder why this is happening, and get everyone involved in evaluating what the problem is and then what the potential solutions are. Donc à nouveau, la proposition de Loy, c'est une réflexion participative du patient, des parents et du service pour voir qu'est-ce qui marche, ce qui ne marche pas et comment certaines choses peuvent être réorganisées plutôt sous le long terme et pas sous le terme immédiat. Une adaptation à l'environnement immédiat peut effectivement faciliter les choses, mais pas forcément changer et donner aux patients la capacité de voir qu'ils participent au changement. Alors, une dernière question, juste pour terminer avant d'aller déjeuner. Donc vous explorez... alors non, c'est là qui était plus... voilà. Donc vous convenez que le traitement ne fonctionne pas et que tout le monde doit essayer de comprendre les raisons. Vous leur faites part de votre impression que l'orientation du traitement peut être améliorée grâce à une nouvelle orientation diagnostique. Donc vous posez un diagnostic nouveau, ou en tout cas vous exprimez votre hypothèse que ce traitement pourrait expliquer un certain nombre de difficultés qu'on rencontre, ciblant sur l'hypersensibilité interpersonnelle. Essayons, sous la base de cette hypothèse, voir comment impliquer le patient et l'équipe dans l'identification de ces triggers qui vont être souvent à l'origine de ces crises comportementales qui aboutissent souvent à un renforcement de comportements inadaptés de notre part et de la part du patient qui augmente le niveau de tension non collaborative parce que ça marche. L'augmentation de la demande, un criant fort, apporte une réponse qui est source de proximité, même si cette proximité n'est pas une solution en soi, même si ça calme momentanément le stress. So right after lunch, of course, it's the best time to talk about managing suicidality. So I hope you can pay attention. Okay. So I think one of the most basic and important skill set you need with providing any mental health care is to understand how to evaluate safety and understand phenomenon